Le grondement frappa comme le tonnerre qui roule sur l'eau. 57 motos se déplaçant comme un seul organisme, leur chrome captant le soleil de l'après-midi alors qu'elles déferlaient sur la promenade de Nice. À leur tête roulait Daniel le Fer, Martin, des mèches argentées fouettant sous son demi-casque, le cuir taillé sur ses épaules portant l'écusson des chevaliers de la route, un écu avec des ailes et les mots « Défendre les sans défense » brodés en dessous. Les 3 jeunes hommes qui terrorisaient la jeune fille en fauteuil roulant ne les ont pas vus arriver avant qu'il ne soit trop tard. 2 heures plus tôt, la promenade n'était qu'un après-midi d'été comme les autres. Des touristes prenant des photos, des enfants poursuivant des mouettes, l'odeur des gaufres flottant dans la brise marine. Claire Lemaire, 19 ans, était assise seule près de la jetée de pêche, son fauteuil roulant en titane, positionné pour capter le coucher de soleil qu'elle était venue admirer. Avant l'accident qui a brisé sa colonne vertébrale, Claire était une gymnaste de compétition. Des recruteurs universitaires la surveillaient depuis l'âge de 14 ans. Maintenant, 8 mois après qu'un conducteur ivre ait percuté le fourgon de son équipe, elle apprenait à naviguer dans un monde qui n'était pas conçu pour des roues au lieu de jambes. Son frère de 15 ans, Théo, l'avait suivi à distance, inquiet malgré son insistance sur l'indépendance. Quand il a vu les 3 hommes s'approcher de sa sœur, quand il a vu la chemise coûteuse et le sourire cruel sur celui de devant, il a su que des ennuis allaient arriver. Le coup de pied au fauteuil roulant de Claire est arrivé sans avertissement, la faisant presque basculer en arrière. Les mains de Théo tremblaient alors qu'il faisait défiler son téléphone, trouvant le numéro que les motards avaient distribué à son collège la semaine dernière lors de leur assemblée anti-harcèlement. L'homme aux cheveux grisonnants avait dit « Si vous avez besoin d'aide et que personne d'autre ne vient, appelez ce numéro ». Théo avait pensé que ce n'était que des paroles en l'air. Maintenant, le pouce planant au-dessus du bouton d'envoi, il a tapé « S'il vous plaît, aidez-nous. Fille en fauteuil roulant attaquée. Promenade de Nice près de l'ancien manège. Ils lui font du mal. » La réponse est arrivée en 30 secondes. On arrive. 20 kilomètres au nord, les chevaliers de la route étaient en pleine balade, se dirigeant vers la côte pour leur course mensuelle de soutien aux anciens combattants. Daniel Martin, à 59 ans, se tenait toujours comme le sergent-chef de la marine qu'il avait été pendant 20 ans. Le blouson qu'il portait n'était pas seulement du cuir et des écussons, c'était un uniforme, porté par des hommes et des femmes qui avaient trouvé un but après leur service en protégeant ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Lorsque le message texte est arrivé sur son téléphone, Daniel n'a pas hésité. Sa fille, Sophie, s'était suicidée à 17 ans après des mois de harcèlement incessant. Personne n'était intervenu, personne ne l'avait défendu. Les chevaliers de la route existaient pour s'assurer que cela n'arrive jamais à l'enfant de quelqu'un d'autre. Il a levé le poing, signalant à la formation de se resserrer. Grâce au système de communication reliant tous leurs casques, il a parlé « Changement de plan, agression possible sur la promenade de Nice, jeune femme en fauteuil roulant attaquée. On y va ». Pas un seul motard n'a remis en question la décision. Ils avaient tous prêté le même serment lorsqu'ils avaient rejoint le groupe. Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre, rouler pour ceux qui ne peuvent pas rouler. Le son de leur approche a roulé devant eux comme une force physique. 57 Harley, Indians et BMW, moteurs synchronisés, créant un mur de son qui a fait tourner toutes les têtes sur la promenade. Claire les a vus en premier, une ligne de moto se déplaçant avec une précision militaire, fendant la foule comme une lame dans l'eau. Les 3 hommes qui l'avaient tourmenté se sont figés, leur bravade s'effondrant, alors que les motards formaient un demi-cercle autour d'eux, coupant tout échappatoire. Daniel a mis pied à terre lentement, délibérément. Il a enlevé ses lunettes de soleil, révélant des yeux qui avaient vu le combat dans 3 pays différents. Quand il a parlé, sa voix était calme, mais portait une autorité absolue. « Vous, les gars, avez choisi la mauvaise personne à harceler. » Le chef, un jeune homme nommé Julien Dubois, bien que Daniel ne connaisse pas encore son nom, a essayé de sauver sa dignité. « Ce ne sont pas vos affaires, le vieux, on est juste quoi ?»
Daniel s'est approché, juste en train de donner des coups de pied dans un fauteuil roulant, juste en train de menacer quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est alors que Daniel a remarqué les plaques d'identification suspendues au cou de Julien. Matériel militaire, usé et patiné. Quelque chose dans le nom estampillé dessus a glacé le sang de Daniel. Dubois, Robert J. Le même Robert Dubois qui avait sorti Daniel d'un véhicule en flammes à Kandahar. Le même Robert Dubois qui était mort en couvrant la retraite de leur escouade. L'homme qui avait sauvé la vie de Daniel était le père de ce tyran. « Votre père était Robert Dubois », a dit Daniel, sa voix rauque d'émotion. « Sergent-chef, 2e bataillon. » Le visage de Julien est devenu blanc. « Comment savez-vous ?»« Il m'a sauvé la vie », a dit simplement Daniel. Et 19 autres le jour de sa mort. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Le moment est resté suspendu. La foule silencieuse, les téléphones enregistrant tout. Daniel pouvait voir la douleur sous l'arrogance de Julien maintenant, le poids du nom d'un héros qu'il n'avait jamais appris à porter, l'ombre d'un père qu'il n'avait jamais connu. « Votre père est mort pour que d'autres puissent vivre dans la dignité », a dit doucement Daniel. « Il n'a pas donné sa vie pour que son fils puisse terroriser les vulnérables. » Les défenses de Julien se sont brisées. Des larmes ont strié son visage alors que des années de ressentiment et de douleur ont éclaté. Ses 2 amis s'étaient déjà éloignés, disparaissant dans la foule. Pendant ce temps, l'une des chevalières de la route, une femme nommée Isabelle, qui avait été infirmière de l'armée, s'est agenouillée à côté du fauteuil roulant de Claire. « Ça va? Ils t'ont fait mal ?» Claire a secoué la tête, toujours en train de comprendre ce qui venait de se passer. Juste effrayé. J'ai failli basculer. Théo s'est frayé un chemin à travers la foule, atteignant sa sœur. Je les ai appelés, a-t-il admis. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Daniel a tourné son attention vers les frères et sœurs. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, mon garçon. Appeler des renforts au lieu de te mettre en danger. Il a regardé Claire, voyant les épaules de nageuse, la détermination dans ses yeux malgré la peur. Nous sommes les chevaliers de la route. Nous soutenons les anciens combattants, combattons le harcèlement et, apparemment, nous arrivons exactement quand nous sommes nécessaires. Au cours de l'heure suivante, la situation s'est transformée d'une manière que personne n'avait prévue. Daniel a parlé à Julien de son père, pas de la légende, mais de l'homme, celui qui aimait les mots croisés et qui avait peur des araignées. Celui qui portait partout la photo de l'échographie de Julien et qui l'appelait son futur compagnon de pêche. Isabelle, découvrant qu'elle avait été la kinésithérapeute de Claire quelques mois plus tôt à l'hôpital des anciens combattants, a commencé à lui parler des programmes de sport adaptés. Au coucher du soleil, Claire avait des informations sur les essais de natation paralympique. Le grand-père de Julien, un colonel à la retraite qu'il avait élevé avec des attentes impossibles, est arrivé pour récupérer son petit-fils. Le vieil homme a regardé la scène, la vidéo toujours en cours d'enregistrement sur une 12aine de téléphones. Le visage de son petit-fils strié de larmes, et quelque chose en lui s'est adouci. « Ton père serait fier », a dit doucement le colonel à Julien. « Pas de ce que tu as fait aujourd'hui, mais de ce que tu vas faire demain. » 3 mois plus tard, une autre vidéo est devenue virale. Celle-ci montrait Claire Lemaire dans un maillot de l'équipe de développement paralympique américaine, établissant un record national dans la catégorie du 100 mètres nage libre adapté. La caméra a fait un panoramique pour montrer sa mère et son frère qui l'encourageaient avec enthousiasme, entourés de chevaliers de la route, vêtus de cuir debout, en train d'applaudir. Daniel se tenait près du bord de la piscine, regardant Claire accepter sa médaille. Dans sa poche, il portait un jeu de plaques d'identification. Celle de Robert Dubois, qui lui avait été donnée par le colonel comme symbole de confiance et de rédemption. Julien était là aussi, assis avec son grand-père, tous les deux encourageant plus fort que quiconque. Le jeune homme avait passé les derniers mois à lire les lettres de son père, à travailler avec des jeunes en difficulté grâce au programme des Chevaliers de la Route, apprenant que le courage signifiait se lever, pas abaisser les autres.
Alors que l'hymne national retentissait, Daniel a ressenti un serrement familier dans sa poitrine. Il a pensé à Sophie, à la façon dont les choses auraient pu être différentes si quelqu'un était intervenu pour elle. Mais en regardant Claire sur ce podium, en voyant Julien aider des enfants plus jeunes à surmonter leurs propres difficultés, en voyant les ondes se propager à partir d'un moment de choix de se lever au lieu de rester les bras croisés, cela lui a rappelé pourquoi les Chevaliers de la Route existaient. 1 an après l'incident, une petite plaque a été installée sur la promenade de Nice où le fauteuil roulant de Claire avait été frappé. On pouvait y lire simplement « À cet endroit, des étrangers sont devenus des gardiens. Le courage crée des possibilités. Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. » La cérémonie était petite. Claire et sa famille, les Chevaliers de la Route, Julien et son grand-père, et des dizaines d'autres dont la vie avait été changée par cet après-midi. Alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, Claire a regardé Daniel et a prononcé les mots qui étaient devenus leur devise commune. « Continuez à vous montrer. » Daniel a hoché la tête, un sourire rare traversant son visage buriné. « Toujours, parce que c'est ce que faisaient des gardiens. Ils se montraient quand c'était nécessaire, restaient fermes quand les autres fuyaient et rappelaient au monde que des gens ordinaires faisant des choix extraordinaires pouvaient tout changer. » Le grondement des motos s'est estompé dans la soirée alors que les Chevaliers de la Route repartaient, se dirigeant vers leur prochain appel, leur prochaine défense, leur prochaine occasion de prouver que le courage était contagieux et que parfois, la meilleure façon d'honorer ceux que nous avons perdus est de se battre pour ceux qui sont encore là. Claire s'est dirigée en fauteuil roulant vers le bord de l'eau, ses médailles paralympiques brillant dans la lumière déclinante, preuve que lorsque le monde essaie de vous définir par ce que vous avez perdu, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous redéfinir par ce que vous avez trouvé. Et ce qu'elle avait trouvé ce jour-là sur la promenade n'était pas seulement une protection ou une justice. Elle avait trouvé une famille liée, non pas par le sang, mais par le choix de se lever, de protéger, de guérir, de reconstruire. En fin de compte, c'était la seule histoire qui valait la peine d'être racontée. Pas sur la chute, mais sur qui vous aide à vous relever. Pas sur l'obscurité, mais sur ceux qui apportent la lumière. Pas sur le fait d'être sauvé, mais sur le fait d'apprendre à devenir quelqu'un qui sauve les autres. Les vagues de l'océan se sont brisées contre les piliers de la jetée, éternelle et immuable. Mais les gens qui se tenaient sur cette promenade avaient tout changé. Un message texte, une décision de répondre, un moment de courage avaient créé des ondes qui se répandraient bien au-delà de ce que n'importe lequel d'entre eux pouvait voir. Et quelque part, dans ces ondes, Daniel savait que l'héritage de Sophie se perpétuait, non pas dans la tragédie de sa perte, mais dans chaque personne que les Chevaliers de la Route aidaient, chaque tyran qu'ils affrontaient, chaque vie qu'ils touchaient, en se montrant simplement quand cela comptait le plus. La route s'étendait devant eux, infinie de possibilités. Et les Chevaliers de la Route continueraient à la parcourir, à répondre aux appels, à se tenir entre les vulnérables et ceux qui leur feraient du mal. Parce que c'est ce que faisaient les gardiens, aujourd'hui, demain et tous les jours suivants, toujours.